rien que la façon dont elle est assise dans son fauteuil, on sent que c'est une femme ancrée et qu'on peut y aller, on ne va pas la déstabiliser. La façon dont moi j'ai appris à devenir thérapeute avec Isabelle, c'est très très proche de la façon dont Fanita est thérapeute. C'est-à-dire on retrouve les mêmes concepts de l'analyse transactionnelle. Il y a beaucoup de méthodes thérapeutiques qui sont reconnues et qui sont valables. Je ne pense pas que l'analyse transactionnelle est meilleure qu'une autre. Elle met beaucoup d'humour, qui pour moi est très important. Elle y va avec légèreté. On est sur Terre pour être connecté, on a besoin de cette connexion, une connexion profonde. Et je crois que ça changera jamais. Elle a apporté des choses qui sont claires, transmissibles, nouvelles. Et ce qui est riche dans ce travail aussi, c'est la puissance du contrat en analyse transactionnelle. C'est-à-dire le temps qu'elle va prendre pour voir vers où on va, qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'il va falloir après le changer, est-ce que ça va aller jusqu'au bout. Ça apporte aussi des libertés aussi à l'intérieur quand on voit des personnes comme ça. Je trouve que ça apporte des libertés et comme ça apporte la liberté des permissions à l'intérieur de soi, ça ouvre aussi après. Si je ne travaille pas suffisamment sur moi, je ne peux pas être à l'écoute, je ne peux pas être là. Et une bonne thérapeute, c'est quelqu'un qui est là. Qu'est-ce qui veut commencer? C'est difficile d'être le seul homme parmi toutes ces femmes? Merci de me tendre la pêche. Ah non, j'ai réagi parce que toi, tu avais l'air de vouloir parler. Oui, c'est ça. Mais dans le fait de dire... Ah, le seul homme. Ah, oui. Le seul homme. Oui, je vais faire avec. Oui. Mais c'est pas évident pour moi. Parce que, puisque tu le dis, alors je me suis dit, alors je suis vraiment minable pour être le seul mec qui a besoin de venir ici. Et bon, voilà, c'est ça. Bon, je n'avais pas l'intention de dire ça, mais je le dis volontiers, directement relié à... Je ne sais pas comment dire ça, enfin, j'ai une haine contre la femme qui doit venir de ma relation avec ma mère. Je n'ai pas de raison d'avoir une haine contre les femmes, mais c'est fort au niveau de l'inconscient. J'entends ça. Maintenant là, tu es avec beaucoup de femmes, mais d'autre part, tu savais bien que la thérapeute serait une femme. Ah oui, ça ne me gênait pas. Oui. Ça ne te gênait pas. Pendant longtemps de ma vie, je n'ai pas compris comment je fonctionnais. Et maintenant, je commence à comprendre. Je joue à donner-moi des coups de pied. Alors, je donne des coups de pied d'abord. J'envoie une parole. Je suis habile d'ailleurs. Hein. Ça peut passer, ça peut démarrer par une parole aimable, et puis plaisanterie, et puis qui va terminer par relever quelque chose qui est... Par exemple, je ne sais pas comment dire ça, mais je hais les femmes. Par exemple, alors tu te prépares, le terrain ici, voilà, c'est dangereux, hein, voilà. Parce que tu as dit une chose assez dangereuse, ensemble, dans ce groupe. Alors, tu as préparé un petit terrain parmi les femmes ici, de t'ennuyer contre toi, mais secrètement. Oui, c'est tout à fait possible, ça. Je suis content de découvrir ça, mais en même temps très désarmé, quoi, parce que j'ai pas encore franchi, j'ai pas compris bien pourquoi je fonctionne comme ça. Donc c'est ce que je voudrais voir dans le travail de scénario, essayer de voir la cause. Pourquoi, mais comment? Avant le pourquoi, voyons le comment. Pour ça, j'ai sauté tout de suite avec l'exemple. C'est ça. Comment, c'est de dire quelque chose de précis. Qui a l'air, non, regarde ce que tu viens de faire. Le comment était ça. De dire quelque chose qui ne semble pas être adressé aux gens ici, n'est-ce pas? C'était adressé tout à fait... Hein? C'est toi qui m'as lancé la balle en plus, en me disant comment tu te sens avec tout seul. Oh, c'est marrant parce que je disais ça va en plein dans mon truc. C'est ma responsabilité. Oui, obligé. Je t'ai lancé la balle, mais quelles étaient tes options de répondre? Oui, Claire me dit à côté, tu n'étais pas obligé de répondre à ce que j'ai répondu. Oui. C'est exact. Oui. C'est ça.
Quand nous en parlons avec nos étudiants, des fois le contrat c'est pas toujours clair et ils ont l'impression que c'est un carcan qui les enferme, alors que là on voit bien que c'est une sécurité et que ça évite de partir n'importe où et qu'on peut changer de contrat en cours de route, ce qu'elle a fait et qui va arriver à quelque chose d'important, quoi. Qu'est-ce que nous pouvons accomplir pendant ce temps? Tu voudrais l'histoire avec contrôlée, peut-être avoir tendance à... Mais je crois que c'est lié parce que le truc subtil, c'est aussi pour Oui. contrôler. Aussi pour contrôler. Mais voyons le Contrôler. plus grand. Comment Comment ne pas avoir Mais tellement besoin de contrôler? je suis en train de penser beaucoup à mon enfance. Oui, bon, mais ça c'est autre chose. Mais du point de vue contrat, comment... Ce serait après ça, c'est le comment y arriver. Alors quel est le but de le contrat? Le contrat serait de moins contrôler, de moins avoir besoin de contrôler. Ah oui, ça alors. Moins de besoin de contrôler. Je respirerai. Hein? Je respirerai. Oui, tu respirerais si tu contrôlais moins. Voilà. Et les autres aussi pourraient respirer. Alors, on peut même formuler ça comme ça, mieux respirer, symboliquement, mais peut-être mieux respirer et laisser respirer. Bon, on laisse pour le moment le contrat. Il s'agira alors de mieux respirer et de laisser respirer. Oui, c'est sûr que si j'obtiens ça... Oui, tu viens de respirer. Ouais. La souplesse avec laquelle elle rebondit. Comment, quand elle se rend compte qu'une piste ne marche pas, elle laisse tomber, elle prend autre chose. Et qu'elle ne s'acharne pas sur une idée qu'elle a et qui n'avance pas. Dès le départ, je ne connaissais pas encore l'analyse transactionnelle, j'ai compris combien l'attitude d'observation était indispensable comme étape intermédiaire entre le moment où on est participant et le moment où on va soi-même pratiquer. Autour des années 80 et quelques, on a commencé ce modèle. Fanita venait de temps en temps, donc c'est elle au début qui l'a fait avec moi. Et ensuite, c'était mon mari. Dès que mon école a ouvert, ce modèle d'observation de thérapeute a été offert à nos étudiants. Mon mari était le thérapeute et moi, j'animais le groupe des observateurs parce que nous avons pour principe dans notre école à Paris de ne pas faire de thérapie avec nos élèves. Les observateurs sont des étudiants qui veulent devenir psychothérapeutes. Ils adorent faire ça parce qu'ils comprennent enfin ce qu'est la thérapie. Ils voient d'abord... Au début, ils sont passionnés par l'histoire que racontent les patients parce qu'ils voient de la thérapie en profondeur et ils n'écoutent que ça. Et ils n'arrivent pas à comprendre, à s'intéresser. Ils n'arrivent pas à s'intéresser à ce que fait le thérapeute parce qu'ils écoutent l'histoire des patients. Et alors là, petit à petit, chaque fois, je leur montre dans leur observation comment ils doivent un peu se détacher de ce que dit le client ou le patient et de comprendre l'approche du thérapeute. Évidemment, on va prendre un thérapeute confirmé, qui a une longue expérience, qui non seulement sait faire de la thérapie, mais sait aussi discuter sur ce qu'il a fait. Et comme il ne fallait pas déranger les clients qui travaillaient en thérapie, eh bien, on a eu l'idée de fonctionner avec des petits papiers et d'avoir aussi un tableau où l'enseignant, moi ou un autre, posait des questions aux étudiants qui observaient. Qu'est-ce que vous voyez là? Pourquoi le thérapeute fait ça maintenant? Etc. Parce qu'ils veulent apprendre à observer, à voir la technique et l'attitude du thérapeute en étant dedans, quoi. Et puis aussi parce qu'ils ont après, quand ils sont avancés, ils ont plein de questions intéressantes à poser sur le plan sur tous les domaines de la thérapie. Comment on fait la thérapie? Quand ils la voient faire, ça réveille plein de questions, quoi. Ça les mobilise dans leur créativité. Donc je vais lui et je lui dis, tu vois, Il annonce « j'ai de la haine pour les femmes Oui. » et après il dit « mais je sais comment je fonctionne Oui. parce que je fais un jeu qui est donne-moi des coups de pied. Oui. Je provoque les gens et après Oui. j'essaye de me rattraper. Oui. Et toi tu vois, et j'aime beaucoup ce que tu as analysé là, que tu comprends qu'en disant ça, en faisant une chose et en analysant ce qu'il fait, il cherche à prendre le contrôle et surtout
à rester dans son problème. Ça veut Oui. dire que ça Il dit voilà comment je suis. Et ce sera ma faute. Égal, exactement. Après, il a tendance à essayer de rendre l'autre responsable. Regarde dans quel état je suis à cause de toi, Oui. tu m'as donné un coup de pied. Ce que tu as fait, c'est que tu as fait des interventions tout le temps au niveau du processus. Tu n'es pas resté dans ce qu'il racontait. Dès qu'il a voulu commencer à parler de l'enfance, tu as mis la main comme ça, tu as dit attends, pour le moment, on fait le contrat. Et tu lui as montré comment il fonctionnait. Je pense que dans une sorte de... Et ça, c'est intuitif peut-être chez toi. Tu l'as provoqué comme lui te provoquait. Tu l'as provoqué en lui disant « tu vas pas y arriver. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe si tu réussis pas ?» Tu vois? Ouais. Moi, j'analyse en termes de processus. Oui, oui. Chez moi, c'est pas une analyse. C'est beaucoup plus instinctif et intuitif. Je sens les vagues. Je sens déjà la haine qu'il m'a décrite. Haine, c'est exagéré d'ailleurs. Quand tu dis analyse de processus et tout ceci, ça arrive peut-être, mais ce n'est pas ce que je fais moi. Tu sais très bien, comme le disait Berne, qu'on peut analyser la même scène sous des tas d'angles différents. Exactement. Donc, tu as un angle et j'en ai un autre. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Oui, ton point de Oui. vue me paraît drôlement intéressant parce Oui. que tu le mets en ces termes-là. Moi, ça m'ouvre aussi des perspectives. Toi, tu es capable de formuler et de formuler tout ce qui se passe là. Et ta formulation est correcte. Seulement, elle n'est pas consciente chez moi. Mais ça ne fait rien. On apporte chacune notre regard. Oui. Mais On par n'est pas, exemple, on n'a je- pas besoin de se comparer Non, l'une il n'y à a pas l'autre, de Fanita. comparaison. Je veux dire par ceci que moi, ça je dois dire en anglais. I would never have known to teach them the way you teach them. Yes, I know, because we had not the same And I would training. not have been able to teach them any other way also. Uh-huh. It's an admirable skill that you have, which I do not possess. But therefore, when you analyze like that, I am amazed. Au fur et à mesure de ce que tu observes de lui. Oui. Tu le suis pas à pas et dès qu'il dit, par exemple, là j'ai l'impression qu'on me juge, Oui. et tu dis qui te juge, tu vois, tu fais spécifier. Et quand il dit tout le monde, alors là tu dis eh bien vérifie. Quand tu dis eh bien vérifie, c'est de confronter une croyance à le mettre dans la réalité ici et maintenant. Technique de Gestalt. Oui. Être en contact avec ce qui se passe maintenant. Oui. Constamment, tu fais ça. Tu l'amènes à sortir de tous ces systèmes construits Oui. pour prendre conscience de comment ils fonctionnent. Voilà. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Ben, tu analyses le processus Oui. quand tu fais ça. Ah bon, bon. J'ai entendu le mot scénarique. Qu'est-ce que tu as dit dans cette phrase? Par exemple, j'ai trouvé que dans le travail avec Jean. que tu as mené avec Jean, il m'a semblé que tu maîtrisais parfaitement la manière de faire prendre conscience au client dans ce qui se joue ici et maintenant au niveau du processus est semblable à un processus qui se reproduit ailleurs et de mettre en évidence ce qu'il peut y avoir de scénarique là-dedans. Oui, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il peut y avoir de scénarique, parce que moi j'ai des problèmes à d'autres vues de scénarique. Alors je suis d'accord et moi je veux corriger ta phrase et voir si tu es d'accord. Mettre en relation de ce qu'il y a, en relation de conclusion de survie. Si je reste avec conclusion de survie, je suis contente, alors ça va. Et vous pouvez bien dire qu'une collection de conclusions de survie, ça fait un scénario. Je ne suis pas d'accord non plus, mais on peut dire ça. Nous avons des milliers de conclusions de survie. Nous avons dû apprendre au cours du développement certaines choses qui ne sont pas innées instinctivement. En principe, nous avons des pulsions qui nous mènent. Il y a une pulsion de survie qui nous mène à développer des conclusions de survie. Et grâce aux conclusions de survie, nous survivons. Par exemple, une conclusion de survie, c'est de ne pas se lancer de la fenêtre, de ne pas tomber du 5e étage. Une conclusion de survie, c'est de ne pas boire
quelque chose de trop chaud sans souffler dessus. Donc, en principe, une conclusion de survie peut être très positive. Malheureusement, par le même processus, nous développons des conclusions de survie qui peuvent être une phobie, une panique, une peur, une haine, une attitude négative. J'ai changé avant, j'étais beaucoup plus rigide avec les contrats au début. D'avoir le contrat très clair et très formulé, et même avant, je mettais sur le mur le contrat et des choses comme ça. Maintenant, je suis devenue de plus en plus molle avec les contrats. Ça ne veut pas dire que tes contrats sont mous. Vous savez la différence qu'il y a entre contrat dur et contrat mou. Oui, non. Non. Un contrat mou, c'est un contrat flou. Et un contrat dur est un contrat précis. Mais justement, je l'ai fait. J'étais les contrats sont mous. Plus. C'est toi qui es plus molle. Plus molle, mais aussi les contrats. Des fois, je faisais faire un contrat et puis au milieu je change le contrat. Ah, ça, c'est autre chose. Oui, C'est différent. Non, mais je parle du contenu. Oui. Tu fais un contrat pas rigide. Oui. Est-ce que c'est une manière d'apprendre au client à lâcher prise? Aussi. Très bien. En échange, je suis devenue beaucoup plus rigide, sévère avec les contrats. Quand je fais des contrats de travail avec les organisations, là, je fais des contrats extrêmement détaillés. Parce que la fonction d'un contrat, au fond, à la fin, parlons de quelques minutes là, la fonction, c'est surtout protection. Ça doit protéger les deux côtés. Oui, protection dans le sens de limite aussi. Oui. Ce que je veux dire, quand tu dis protection, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. C'est le parent normatif positif qui est protecteur, Et c'est des limites. justement celui qui met des limites. Donc la protection, ce qui est intéressant dans ce que tu soulignes, c'est que la protection est à la fois pour le client et pour le thérapeute. Analyser, dominer tout ceci. Je suis en train un peu d'attaquer ta description si logique. Je veux la rendre un peu plus confuse. Et pour en arriver à la même conclusion d'ailleurs. Mais te permettre justement de voir quel mélange il y a là-dedans. Parce que plus tu vois ce mélange et cette confusion, mieux tu peux tolérer certains mélanges et certaines confusions chez toi aussi. Parce que je ne crois pas que ce que tu fais tout le temps, c'est contrôler. Ou essayer de contrôler, tu fais d'autres choses aussi. C'est aussi te donner à toi une certaine tolérance. On ne me veut pas, on n'aime pas, mais me voici quand même. Alors il y a toute une série de choses qui se passent. Comment te sens-tu quand je dis tout ça? Je comprends pas bien. Magnifique, c'est ça. Justement, je voulais que ce ne soit pas aussi clair que ça. Est-ce que tu peux tolérer de ne pas comprendre très bien? Oui, sauf que je le dis, alors qu'est-ce que je vais faire? Bien. Oui, mais quand je ne comprends pas, comment? Alors tu peux vivre. Si je ne comprends pas, je peux vivre. Ah, ça, Si ça, tu n'essayes pas ça me tout, dépasse. si tu n'essayes pas à tout comprendre, dans ton contrat de respirer. Il ne faut pas comprendre pour respirer. Tu fous tout en l'air. Hein? Tu Quoi? fous tout en l'air. Tu démolis tout mon système. Raconte le reste dans le présent. Alors, le premier rêve, c'était comme un rite d'initiation en thérapie. Dis ça dans le présent. C'est un rite C'est une sorte de rite d'initiation en thérapie. Il n'y a pas de thérapeute, mais il y a des gens avec lesquels je travaille. Et je sais que pour faire partie de la grande famille de la thérapie, il faut que je mange mon pied qui a été bouilli, qui est arrivé tout petit et tout noir. Mais pourtant j'ai mes deux pieds. Mais il faut que je le mange avec, en étant sereine et calme. Comme si c'était vraiment de la maîtrise de soi. Et je commence à couper au niveau de la cheville. Et quand je sens que j'arrive à l'os, je m'arrête et je dis non, mais je ne peux pas. Et à ce moment-là, je me suis lâchée.
je sais que j'ai quelque chose sous la plante du pied. Et je me dis, est-ce que je l'enlève ou est-ce que je l'enlève pas? Et bon, je l'enlève. Et en fait, il sort quelque chose, il ne me reste plus que la moitié. Le pied est coupé là, il me manque tout le reste du pied. Et je me déplace sur un pied. Commence comme ça. Je suis le pied de Chantal. Je suis le pied de Chantal et continue à broder n'importe comment, chaque phrase commençant avec « et ». Je suis le pied de Chantal et tu te décris en pied. Et je ça, et je ça, et je ça, et je. Alors, tu peux tenir les yeux ouverts, fermés, comme tu préfères. Mais va, je suis le pied de Chantal et... Il faut que je parle de moi. Tu es le pied de Chantal. Ah, Je suis le pied droit de Chantal. Et tu parles en tant que pied, seulement pied. Je suis le pied droit de Chantal et j'aime marcher. J'aime pouvoir lui permettre de se déplacer. Et je me souviens que quand j'ai été petite fille, c'est lui qui a donné un coup de pied à son frère. Et moi, je suis celui ou celle qui a donné un coup de pied quand elle était petite. On détache Chantal du pied ensemble. Et moi, je suis celui qui a donné un coup de pied à son frère quand il était petit. Et c'est à cause de moi que Chantal ensuite s'est fait étudier. Et j'aurais dû être coupée d'elle pour qu'elle ne donne pas des coups de pied. J'aurais dû rester par terre. Hein? J'aurais dû rester par terre pour pas qu'elle donne. Avec j'ai quelque chose sous moi, parce que dans le rêve, j'en ai quelque chose sous le pied. Avec ça, je vais voir si tu peux broder là-dessus. Quelque chose qu'il faut enlever sous moi. Oui, vas-y. J'ai quelque chose sur moi, il faut l'enlever pour pas que ça fasse mal. Dans le rêve, c'était comme des vers. Alors, voilà, j'ai des vers. Tu peux ajouter, on se sert du rêve comme point d'appui. Mais... Oui, voilà, vas-y. Alors, j'ai quelque chose comme des vers sous moi. J'ai des vers sous moi et il faut les enlever pour pas qu'ils envahissent Chantal. Dans le rêve de Chantal, elle dit à un moment, elle fait une analyse du rêve telle que Fritz Perls, le fondateur de la Gestalt, le faisait. C'est-à-dire qu'elle fait une très belle analyse gestaltiste du rêve de Chantal. Il faut se rappeler quand même que Fanita English a travaillé avec Perls. Elle a été directement, fait des séminaires avec lui pour se former à l'approche gestaltiste. Et alors elle dit, quand elle travaille ce rêve, elle dit « Ah mais là, je ne fais pas de l'analyse fractionnelle, je fais de la gestalt ». Faire de l'analyse fractionnelle, ça veut dire avoir un contrat. Elle avait un contrat. Avoir un contrat avec le client et pouvoir, après le travail qu'on a fait, décrire ce qu'on a fait en termes d'AT. Elle ne sait pas comment me guérir. Au contraire, on lui a dit qu'elle doit me manger. Au contraire, on lui a dit qu'elle doit me manger. Mais elle a peur de le manger. De me manger. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas le manger. J'ai quand même des vers sur moi qu'il faut enlever. C'est pour ça que Chantal les a arrachés. Elle m'a coupé.
Tu es agacée avec ça? Oui. Oui. Ben, tu peux me le dire. Hein? Maintenant, je veux exister vraiment. Je veux exister. Tu n'existes toujours pas. Je veux exister. Je veux être. Tu n'existes pas. Si. Oui. Je ne suis pas convaincue. Qu'est-ce que tu cherches? L'aspiration. Hein? L'aspiration. Parce que dis ça tout fait. Ah, c'est tellement difficile de travailler là avec moi. Parce que je ne sais pas comment dire autrement. Ah, vraiment? Essaye de le dire encore une fois. Peut-être tu peux me convaincre. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce que c'est que ce regard que tu me lances? Non, je me trouve pleine d'humour, c'est pour ça. Quoi? Je me trouve pleine d'humour. Vous, tout d'un coup, je suis devenue vous. Humour. Humour, oui, non, mais tout d'un coup, je suis devenue vous. Tu me trouves plein d'humour, pleine d'humour. Oui? Comment? Là, je ne sais pas, c'est pas trop Oui. ton regard. Et humour concernant quoi? Moi, peut-être. Qu'est-ce qui est comique là? Peut-être non, j'ai l'impression que c'était mon incapacité à m'exprimer de façon convaincante. Alors en somme, l'humour, c'est que je me moque de toi, hein? Non, c'est pas ce que je pense. Non. Quand tu dis j'existe, j'entends pas la conviction. Parce qu'il manque l'élément, je dirais, d'agression. Et puis c'est ça. Et rien que comme exercice, parce que nous sommes là maintenant, est-ce que tu peux affirmer que tu existes? Oui, j'existe. Vraiment? Oui, j'existe. Tu fais ça, j'existe. Oui? Oui. Tu peux taper dessus aussi? Ou pas? Ah oui, les deux mains. Tu regardes les mains. Oui, j'existe. Alors tu as le droit d'exister à condition d'être toujours gentil. Oui? J'ai longtemps pensé ça. Hein? J'ai longtemps pensé ça, mais je sais que c'est pas possible d'être toujours gentil. De ne pas toujours faire plaisir à tout le monde. Alors, qu'est-ce que Alors, j'ai le droit d'exister, même si je ne suis pas toujours gentille pour les autres, parce que c'est pour moi que je le fais. sans trop d'explications. Alors, tu as vraiment le droit d'exister même quand tu n'es pas gentil tout le temps. Hein? J'ai le droit d'exister, même si je ne suis pas toujours gentille. Ça vous convainc, vous? Oui. Pas tout à fait, non? Non, maintenant tu demandes pitié. Hein? Je ne peux pas te donner de la pitié. Tu as fait un petit peu secrètement contre toi-même, regarde. Contre toi. Voilà. Je veux te dire aussi, je te vois moi un peu dans une impasse, parce que je comprends qu'il s'agit de franchir un seuil très important, là. Une panique que si tu t'affirmes vraiment, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Tu seras détruite, tu seras mutilée. Je comprends ça.
Et je comprends que tu es dans un conflit maintenant, entre le conflit d'ici maintenant entre moi, avec moi. Et d'un côté, c'est aussi de ne pas t'adapter à ce que tu sais très bien que je veux. Et alors tu essaies de toutes les manières, humour, me flatter, être pathétique, tu es en train de faire, tu fais tout comment, pour éviter. Et je comprends, je ne veux pas te forcer contre ton gré. Parce qu'alors, d'autre part, je veux aussi t'attirer l'attention que c'est pas si dangereux. C'est pas si dangereux de t'affirmer. Et je crois qu'en toi, il y a encore très fort la conviction que si tu osais faire ça, vraiment t'affirmer, devant d'autres ou même devant toi-même, c'est la mort. Jusqu'à ce que tu dis, j'en ai marre. Je ne veux plus chaque fois me tirer les verres et me couper le pied, me gâter tout ceci. J'ai le droit d'être là avec mes fautes. Pas gentil. Et j'ai le droit d'accepter que j'étais jalouse de mon frère et que j'aurais bien voulu qu'il disparaisse et le tuer. Et c'est normal. Ça ne veut pas dire que tu iras demain et tuer ton frère. Mais prendre possession de ce souhait que tu avais, parce que je crois que ça c'est la chose la plus importante qui est venue dans l'association, le souhait tout à fait compréhensible que tu lui as donné un coup de pied, ce frère qui est venu 4 ans après, et que tu as été puni et que tu as senti, voilà, ce geste d'agression jamais plus. Parce que, alors, je n'existe plus du tout. Si je me sers de mon agression, je n'aurai pas le droit d'exister. Alors, j'ai le droit d'exister seulement si je suis agressif, ce traitement contre moi-même, si je me ronge ou je m'attaque. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a la bienveillance qui est là, elle est vraiment là avec le client. Et à la fois, elle joue, elle titille, elle va gratter, tout en ayant enfin, la subtilité, et on voit l'expérience, parce qu'elle va chercher juste pour aller piquer un peu, pour que l'autre... Et on voit avec Chantal, quand elle dit « Oh non !» et elle commence à se défendre. Et après, la dernière fois, quand elle tape le coussin, en disant « J'ai le droit d'exister, même si j'ai fait des erreurs en tapant son petit frère, si j'ai bien compris dans cet extrait », eh bien, là, elle est beaucoup plus convaincante. Alors que quand elle demande aux autres, elle est convaincante. Même moi, je regardais, je disais non, elle n'est pas du tout convaincante, là. Et à la fin, ça y est, il y a quelque chose qui a bougé. Oh, ça, je trouve ça extraordinaire, c'est génial. Là, nous avons tous de l'agression qui doit sortir quelque part. L'agression est aussi créatrice. À la fin, c'est aussi avec une certaine agression que nous contribuons. Alors maintenant, t'ayant donné ce petit discours, je veux te demander, toi, qu'est-ce que tu veux faire en ce moment? Je voudrais le dire avec force. C'est à toi. Ou tu peux arrêter aussi, c'est aussi, parce que fais ce que tu veux. J'ai le droit d'exister malgré mes fautes. Même si j'étais jalouse de mon frère, ça n'a pas d'importance, j'ai le droit d'exister. Comment te sens-tu quand tu dis ça? Est-ce que tu sens de la panique? Est-ce que tu sens quelque chose de désagréable? Non, je sens rien. C'était comme si c'était une réconciliation avec tout ce que je vis.
de conciliation. Les différentes méthodes de psychothérapie, elles visent toutes à donner l'autonomie au client et à l'aider à se sentir mieux, à sortir de sa souffrance. Et on va s'y prendre différemment avec des concepts, des théories de la personnalité, etc. Pendant longtemps, les modèles, les écoles avaient tendance à s'opposer, chacune avait sa vérité, qui était la sienne, donc l'autre modèle ou école n'avait pas sa vérité. Donc, de plus en plus, on a une vision plus interdisciplinaire, c'est-à-dire que finalement, tous les modèles s'articulent, sont des visions différentes du même phénomène, qui est le phénomène humain. En principe, si on fait vraiment un atelier Gestalt, une des choses les plus importantes, c'est justement, après le travail avec un client, à dire au client de se reposer et de ne plus participer pendant un temps. Et alors, je demande au groupe, tout d'abord, est-ce que vous avez des réactions personnelles pour vous? Et spécifiquement, j'insiste qu'on ne s'adresse pas au client. Quelle est la raison en Gestalt de ne pas s'adresser directement au client? Ce que nous avons fait, c'est nous avons secoué plusieurs conclusions de survie très importantes. Alors c'est un secouement qui est entré là-dedans, qui est énorme, beaucoup plus qu'on ne voit et beaucoup plus que même la cliente elle-même ne reconnaît. Ce que je veux dire, par exemple, c'est que tant de choses que je fais en Gestalt sont contraires à ce que je prêche en AT. Mais je ne trouve pas. Par exemple, se faire guider de cette manière par la cliente. Oui, je trouve ça épatant parce que tu es retombé sur tes pieds à la fin. Tu es retombé sur le contrat de base à la fin. Tout le travail de Gestalt, tu l'as suivi pas à pas, ce qui était magnifique. Et à la fin, tu retombes sur le contrat. Mais pour en revenir à sa question, je crois que c'est de là que je suis partie. Du point de vue de la colère, par exemple, et la provocation. Je dois quand même vous donner ça au tableau. Ici, tout ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Ici, c'est ce qu'on voit. Ce que dit le client, ce que fait le client, etc. Tout ça, c'est ce qui se passe intérieurement chez le client. Et tous les conflits qui se passent, on peut les montrer en analyse transactionnelle, toutes les transactions croisées qui sont intérieures. Alors, le travail de Gestalt, thérapeute, est ici. Le travail de Gestalt, c'est pour que le client arrive sur ce point qui le bloque. Il y a quelque chose là. Moi, je dirais des conclusions de survie. Alors, je vais me servir de mots, mais Fritz dirait simplement, il y a des éléments, des choses là, qui le bloquent. Et alors, chaque fois que et normalement, ça a à voir avec de l'agression. Il faut distinguer entre agression et colère. Agression, c'est nécessité d'expression, d'extérioriser. Bon, alors ça se trouve... Tu peux dire agressivité plutôt, Fanita. Ah oui, agression, c'est en français autre chose. Oui, c'est un agressif. Violent. Alors ça veut s'exprimer et ça arrive chaque fois ici à l'impasse et ça reste dans le point mort. Pour prendre un exemple concret, alors veut exprimer, j'existe. J'ai le droit de m'affirmer, j'ai le droit de mes sentiments. Et ça, c'est plus grand. Ça veut exprimer, de fait, je déteste mon frère. J'en ai marre d'être traité comme ça. Enfin, quelque chose. Mais chaque fois que ça arrive là, ça arrive au point fort, non, parce qu'il y a un tabou formidable là-dessus pour toutes sortes de raisons. Alors, le travail ici peut se pousser beaucoup plus fort. C'est boum, l'explosion. Le but du travail, c'est de sortir de l'impasse, zing, et les hauts cris. Ce n'est pas nécessairement les hauts cris, la colère, ça peut être les pleurs, ça peut être une panique, enfin, mais quelque chose de très fort, l'explosion. Ils nomment ça explosion, et ici c'est implosion, de le retenir, comme ça. Maintenant, je reviens toujours à ta question. Peut se pousser jusqu'au bout. Et s'il n'arrivait pas à obtenir l'explosion ici, comme ça, avec le coussin, il arrivait à obtenir l'explosion contre lui-même. L'expérience de beaucoup de gens, c'était que pousser trop,
c'est vraiment vrai, c'est obtenir un grand succès de scène dramatique, mais que ça peut, après, la réaction est tellement forte, alors vraiment on peut faire ça seulement si on va suivre le client avec grande attention. Moi j'ai tendance, vous avez vu qu'elle est venue beaucoup de fois dans le point mort. Et alors, vous avez vu que j'ai changé entre aller contre le père, le poussin ou je ne sais pas quoi, que je l'ai provoqué très fort avec moi, même en lui, donnant l'idée que je me moque d'elle. Et enfin, et vous avez vu qu'alors elle se retenait encore plus de m'attaquer moi. Et à un moment donné, vous avez vu que je me suis mise à discuter ça avec lui. Ce qui est la différence. Pearls n'aurait pas discuté. Moi, je savais tout ce que j'aurais voulu continuer avec elle sur la base de ce rêve. J'étais très intéressée par ce rêve et j'avais vraiment envie d'avoir l'occasion de le discuter. D'ailleurs, c'est là qu'il y a une grande différence entre le travail Gestalt pour Pearls et le travail que je faisais, moi, de Gestalt, où moi, je me donnais toujours la permission, après, de faire le travail comme le faisait Pearls, mais après, de pouvoir discuter encore. Toi, tu as laissé beaucoup de théories aussi. Oui. Et dans tous les concepts théoriques que tu as développés, quel est celui qui te semble être celui qui va marquer les esprits? Oui. Ce n'est pas difficile, il y en a un ou deux ou trois. Évidemment, sa conception du sentiment parasite, avec l'idée que c'est un sentiment substitutif et non pas, comme elle le dit si bien, pas un racket où on fait ça pour racketter quelqu'un, mais que la personne elle-même est parasitée par ce sentiment parasite. Et puis, ce côté où la personne vit ce sentiment comme tout à fait authentique. Elle n'a pas du tout l'impression qu'elle fait semblant d'être triste. Si on lui dit « Ah non, mais là, tu es dans un sentiment parasite, qu'est-ce que tu sens vraiment ?» C'est juste blessant, c'est vexant, ça ne sert à rien du tout. Donc, tous les sentiments sont vécus par les gens comme authentiques, et ça, je suis vraiment d'accord avec elle. Mais aussi, sa vision que le jeu psychologique, c'est quand le parasitage échoue. Et ça, je trouve brillant. Le premier, c'est l'histoire de Rackets, qui est un concept de Byrne que j'ai transformé, de sorte que quand on parle maintenant de Rackets, on parle de mon concept plutôt que celui de Byrne. Éric Berne, si tu me permets, a dit quelque chose de très limité concernant les rackets. Oui, très. Les sentiments parasites. En français, on dit racket ou sentiment parasite. Oui. Il a simplement dit que le racket, c'est le bénéfice du jeu. Oui. C'est tout. Oui. Il a dit très peu. Oui, et en plus, c'était une manière d'évaluer ce que la personne disait. Ah, ça, c'est un racket. Ça ne vaut pas la peine que je m'occupe de ce que vous venez de dire parce que c'est un racket. Donc, un racket, c'est quelque chose de faux. Moi, j'ai transformé ça en disant le racket, c'est quelque chose de vrai. C'est une personne qui présente un sentiment substitutif, et ça c'est mon vocabulaire, parce que Ben et moi, on se cognait toujours l'un contre l'autre. Ben avait à l'origine défini intimité comme deux enfants qui font contact. Donc ça peut être un contact négatif. Et je peux dire que Ben et moi, on était intimes de manière négative. Parce que moi, toujours, je l'attaquais en revanche à ce que lui m'attaquait. Alors, pour lui, je représentais une analyste qui ne sait pas ce qu'elle fait, qui est une mauvaise thérapeute. Au début, il n'y avait que le mot rackets. Et après, il y avait le mot racketeering comme processus. Comme processus de manipuler l'autre pour obtenir des signes de reconnaissance, des strokes. Pour obtenir des strokes, comment vous appelez strokes en Des signes de reconnaissance. Des signes de reconnaissance. Et j'ai développé ça en même temps que de dire maintenant je comprends pourquoi je me sentais plus bien quand je faisais de la psychanalyse. Parce que
je soutenais, parce que la cliente présentait des raquettes que je ne connaissais pas comme raquettes, mais je sentais qu'il y avait un élément faux. Oui. Mais je pensais, en tant qu'analyste, que je dois écouter et soutenir la personne. Je vais faire un pont avec la notion de congruence de Carl Rogers. Parce que quand tu entendais ta cliente être dans un sentiment raquette, oui. Tu n'étais pas à l'aise, oui. mais dans ton rôle de psychanalyste, tu pensais qu'il fallait soutenir. Oui. Donc il y avait à l'intérieur, dans les états du moi interne, un malaise, un désaccord. Que j'étais fausse. Ben voilà. Je savais que j'étais fausse. Oui. Et à un moment donné, j'ai trouvé ça intolérable. J'ai commencé à dire, ça c'est comme une prostituée. C'est intéressant de savoir que Fanita, avant d'être transactionnaliste, a été psychanalyste. Elle l'a pratiqué pendant des années et elle s'ennuyait dans son rôle. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les psychanalystes sont tous comme elle était elle, il y a 30 ans ou 40 ans aux États-Unis. Simplement, il y en a encore qui, dans le rôle de psychanalyste, gardent ce qu'on appelle la boîte noire, c'est-à-dire qu'ils restent totalement dans une distance et de leur personnalité, de leur évidemment de la vie privée. Et je trouve que c'est approprié dans certaines situations avec certains clients de garder la distance, de ne rien dire de soi, etc. En revanche, très souvent, et c'est ce que j'ai reçu d'Irving Yalom avec ce que je disais avec l'autodévoilement, quand on s'autorise à dire des choses de soi, mais qu'on va mesurer que ce qu'on va dire, c'est pour aider un cheminement thérapeutique, pas parce qu'on a envie de parler de soi. À ce moment-là, on va dévoiler des choses qui seront bénéfiques au client. Je le fais pour l'autre et pas pour moi. Je suis dans la confusion, effectivement. J'étais très content ce matin d'avoir trouvé un bon système, tout ça, bien organisé. Oui. Et puis, tout ça, c'est foutu en l'air. Et je perds complètement, je n'ai plus de repères. Parce que je ne m'imagine pas pouvoir vivre sans système que je maîtrise bien. J'ai peur du retour chez moi. Aussi. Parce que j'espérais arriver là. Paf. Alléluia. Eh bien, tu peux toujours présenter ton speech de nouveau, ton discours, si tu veux, pour pouvoir montrer que tu as bien profité de la séance ici. Non. Parce que remarque qu'une partie de cette analyse que tu as faite concernant la nécessité de contrôler est très bien. Je te répète que toute l'analyse que tu as faite est très bien. Je n'ai rien contre. Simplement, c'était trop bien. Oui. On trouve parfois quelque chose trop bien. Voilà. Et j'ai même envie d'ajouter quelque part comme si je parlais de l'autre. Oui, ça va? C'est bloqué. Tu peux essayer? Pas facile. Pas facile. C'est pas possible. Alors, je voyons. peux essayer. Tu peux? Essaye. C'est me forcer. Parce que ça signifie que si je le fais, c'est que je lâche prise. Oui, alors tu ne dois pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que je te dis de le faire. Non. Ma résistance, c'est que je me rends. Si j'ai envie, je veux le faire. Tu as envie peut-être plus tard, ça va bien. Non, ce que je veux exprimer, c'est que j'ai compris que quand tu m'invites à respirer, ça veut dire pour moi que ce n'est pas une respiration simplement. Ça signifie que je lâche prise. Donc j'ai du mal, mais en même temps, je veux le faire. Et je veux le faire. Et je le fais. Ça fait du bien. Oui. C'est la première fois que je te vois vraiment sourire, ouvert
Ouais. Et c'est très joli ça. Voilà. Pour la vidéo, elle a bien attrapé ça. Et même s'il y a quelques larmes qui veulent venir avec le sourire. Mais c'est pas de la tristesse, c'est ça. Oui, oui. Non, non, c'est pas. C'est de l'émotion. Oui, oui, ça va, ça va. Quand j'avais interviewé Deirdre, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment une fille de thérapeute pouvait s'en sortir avec une mère qui avait une telle personnalité, une telle aura. Et après, j'ai aussi pensé que mes enfants, nos enfants, on était thérapeutes tous les deux. C'était pas forcément évident. Ça m'intéressait aussi d'imaginer Fanita comme mère et pas seulement comme thérapeute. It's not unusual that a strong mother and a strong daughter, have had some conflicts in life. So my mother and I definitely had some conflicts at times. And there were times when I felt that I needed to keep her a little bit at bay, but we were never estranged. There were times when I felt, that I just needed more separation, But I've always had an independent life. As an adult, you should go through a process of understanding how you feel about your parents, and if you feel you were hurt or you feel that they did some things they shouldn't have done, it's important to know that, and it's important maybe to have some therapy about that, and maybe make some redecisions about how you will live your life. But it's also really important to forgive them, whether they apologize or not, whether they take responsibility for what they did or not. At a certain point, you have to forgive them unilaterally and say they did their best, and that they did a lot. And certainly my mother did a lot for me, and she did her best. And she was a great mother. She has got an amazing life force. She reads more than I do. She reads important books, and she thinks about them and she talks about them. So that's what's sad. What's sad is if somebody dies when their brain is still cooking. She's still cooking. Vous voyez, moi, la grande psychologue, il y a toutes sortes de questions que je ne me suis jamais posées. Je ne me suis pas dédiée à mes enfants, pas du tout. Deirdre, j'ai une chance énorme, par exemple, et Brian aussi. Par exemple, à la plage, on est allé à la plage. Mon mari et moi, enfin, on va se reposer. On lui donne beaucoup de jouets et le sable, et il va s'amuser. Non, cet enfant doit aller à l'océan. Il ne peut même pas marcher. Il va à 4 pattes vers les vagues. On doit se lever, le tirer, le rapporter. On essaie de l'amuser, on lui montre. Non, il va faire ce qu'il veut. Alors à 10 mois déjà, il est rebelle, il fait ce qu'il veut. Et on fait de son mieux avec cet enfant rebelle. Deirdre, c'est l'opposé. Deirdre est tout à fait gentille. Elle sourit, elle est agréable. Elle semble être contente, on peut se flatter qu'on a bien fait avec elle. Mais on n'a pas bien fait, c'est qu'elle accepte la vie, elle est toute contente. Brian est rebelle. Comment traiter le deuil? Ça, c'est une chose très compliquée. Tellement compliquée que c'est très simple. Il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à reconnaître. Le deuil, c'est quelque chose de terrible qui est arrivé. Moi, j'ai le droit de dire. Moi, je dis que c'est un peu court. Tu dis qu'elle a le droit de parler. Michel est en train de faire la grimace quand tu dis cela. Alors je dis à Michel, tu as le droit de parler. Oui. Tu es d'accord qu'elle a le droit de parler si elle fait la grimace? Oui, naturellement. Elle a le droit de parler même sans grimace. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu dis il y a une seule chose à faire, c'est reconnaître, je dis c'est un peu court. Il y a peut-être autre chose pour traiter le deuil. Il y a peut-être reprendre les 3 pulsions. Il y a exprimer,
Il y a aussi accepter, mais il n'y a pas qu'une seule pulsion. Tu as raison. Tu es sur ton terrain, là. Hein? Tu as raison, tu as raison. Très bien, très bien. Voilà la réponse. Je vais même vous dire quelque chose de très personnel. Parce que quand même, la plus importante chose d'abord, c'est le reconnaître. Et le personnel, c'est que moi, il m'est très clairement, mon fils est mort il y a 14 ans, c'est déjà très longtemps de ça. Et maintenant, je suis arrivée à beaucoup d'autres choses que je ne savais pas. Mais la grande faute que j'ai faite, c'est que pendant 2 années, je n'ai pas vraiment reconnu la perte. De sorte que dans ma terminologie de reconnaître, j'adresse ça un peu à toi, c'est vraiment pouvoir dire vraiment, cette chose finale est arrivée. C'est ça. Cette perte terrible est vraiment arrivée, elle est là. Il n'y a rien à faire. Dans ce sens, je dis, il n'y a rien à faire. Mais il a vécu sa vie. Ma consolation, vous savez qu'il est mort à 31 ans par accident. Ma consolation, quand il était mort, même tout de suite, je me suis dit, au moins, il a vécu chaque minute de sa vie. Moi, j'aimerais que tu me donnes un petit peu d'apport théorique sur la différence que tu fais entre les conclusions de survie et la décision scénarique. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait une question... Très facile, très facile. Attends, pas de différence. Dans le sens que ce qu'eux nomment décision, ils font une grande décision. Eux, il y a toutes sortes d'écoles, alors je dis eux. Et moi, je dis, il y a beaucoup de petites conclusions de survie, dont certaines se groupent. Alors, il y a aussi beaucoup de décisions. Oui. Et je ne travaille pas avec les décisions. Ce que tu veux dire qu'il y a des conclusions de survie qui ne sont pas des décisions, mais qui interviennent aussi dans la manière dont la personne va se comporter. Oui. C'est ça. Oui. Ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que dans la conclusion de survie, tu aidais la personne à la rendre... à l'utiliser de manière plus flexible, mais tu n'invitais pas la personne à s'en débarrasser. Non. Au contraire, tu essaies de lui faire prendre conscience de ce qu'il y avait de positif dans cette conclusion. Justement. Alors qu'il me semblait que les autres dont tu parles avaient une vision beaucoup plus négative de la décision scénarique et cherchaient à... C'est l'une de mes grandes batailles dans la tête. Qu'est-ce qui t'a amené à penser les choses comme ça? Byrne a dit que toute théorie ne tient que si on la fait clinique, que de toujours donner priorité à l'expérience clinique, à la théorie. Et c'est ça. Et que mon expérience clinique mes théories sortent de mon expérience clinique. Et dès que mon expérience clinique sort de la théorie, je change théorie. Plutôt que d'essayer de mettre le client dans la théorie. Peut-être qu'il y a une différence à faire entre, parce que c'est une des questions que j'avais prévu de te poser, entre sauver et aider. Oui. Parce qu'à un moment, je t'ai entendu dire, j'ai pas noté l'ensemble, je t'ai entendu dire on peut être sauveteur, et tu disais quelque chose comme quand il y a une nécessité d'assistance. Oui. C'est ça que j'avais entendu. Et je pense qu'à ce moment-là, si on respecte notre jargon d'analyse transactionnelle, ça ne s'appelle pas être sauveteur. Non, justement. Et donc, ce n'est pas être sauveteur quand il y a une nécessité d'assistance. Et la question, elle est, est-ce qu'il y a nécessité d'assistance dans les fois où tu interviens, ou est-ce que c'est du sauvetage? C'est-à-dire, sauver, s'il n'y a pas de nécessité d'assistance, ce serait intervenir à la place de l'autre et le rendre assez adapté, enfant soumis, parce qu'on formule à sa place certaines choses avant même qu'il ait eu le temps de le formuler. Et il m'a semblé, personnellement, dans ce que j'observais de toi, j'ai vu les deux. Le plus souvent, c'était de l'aide, et quelquefois, pour moi, c'était du sauvetage. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Je pense que plusieurs personnes ont évoqué un vécu. Parce que dans le travail d'observateur,
tel que je l'ai présenté un peu rapidement le matin du premier jour avant que les participants clients arrivent, j'ai signalé que le rôle d'observateur est un rôle majoritairement, essentiellement cognitif, où c'est l'adulte qui est en charge. Que pour pouvoir écouter avec objectivité, on avait besoin d'être avant tout à l'écoute de ce qui se passe, d'observer ce qui se passe et d'être, si on est à l'écoute de ses propres affects, de les mettre de côté pendant qu'on observe. Et j'ai même proposé que si on avait des affects pendant le travail, ce qui est souvent inévitable, on puisse l'écrire dans la marge avec une autre couleur, ainsi que je l'indique dans l'article. Et donc, par rapport à cela, l'heure de régulation a été en partie seulement pour le cas, pour l'occasion pour certaines personnes de partager des affects. Oui. Que certaines choses avaient pu les agacer ou les attrister, qu'elles avaient partagé certaines émotions ou non, comment c'était plus ou moins facile d'observer avec objectivité. Et même une personne a montré comment elle avait compris quelque chose sur elle-même en écrivant quelque chose sur son affect dans la marge. Après, elle avait compris des choses la concernant elle-même. Ce dont nous avons parlé aussi, c'était de quelle manière, en tant que thérapeute, on pouvait être touché avec des affects face au discours du client, et dans quelle mesure c'était un contre-transfert ou non. Si c'était un contre-transfert, c'est-à-dire au premier degré, c'est-à-dire un contre-transfert, c'était que le client nous rappelait quelque chose qui était dans notre histoire, ou si simplement on réagissait en ricochet à un sentiment du client qui n'était pas exprimé, que nous attrapions. Comme une patate chaude. Justement. Personne ne sait ici ce que c'est que Hot Potato Game aux États-Unis. Ah, mais c'est un jeu. Oui, mais il y a un autre, il y a un jeu de cartes où on tire. Ou le facteur. Et celui qui reste à la fin. Pouilleux. Le pouilleux. Le pouilleux. En anglais, oui. En allemand, ça s'appelle Schwarzer Peter. Et le hot potato, c'est qu'il y a une ficelle et une patate qui n'est pas chaude, non. En théorie, elle est chaude. Et la musique va, et on la passe. Et quand la musique s'arrête, celui qui a la patate a le problème, doit payer un penny ou je ne sais pas quoi, et après ça recommence. Et alors la patate chaude, l'idée de la patate chaude, c'est justement quelqu'un auquel on a passé quelque chose qui se trouve attrapé ou on est resté collé avec cette sale patate dont on voulait se débarrasser, mais on n'est pas arrivé à se débarrasser. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait du tout de thérapie sur lui, et moi, si par exemple j'étais dynamicienne de groupe et je n'étais pas psychothérapeute en même temps, ce serait impossible de gérer ce qui se passe, parce que quand on n'a pas fait de thérapie, on ne peut pas observer de la thérapie. C'est pas possible. On projette tout dans ce qui se passe en thérapie. C'est ça. Donc, c'est pour éviter les projections personnelles. Mon effort en tant que thérapeute, c'est autant que possible de maintenir mon adulte. Maintenant, l'image que je me donne, moi, c'est comme si mon adulte est un parapluie, ou un parasol, si tu veux, dans lequel je m'enveloppe ou dans lequel je me tiens. Et dans le cadre de mon adulte ou sous l'ombrelle de mon adulte, je permets à mon parent et à mon enfant de sortir et de fonctionner. Parce que si je reste en adulte tout le temps, tout d'abord ça va enlever l'humour, ça enlève la possibilité d'humour, ça enlève la possibilité... Tout d'abord ça me rendrait moins malheureuse, alors ça donnerait quelque chose de négatif au client, et tout le reste, voilà. Je choisirais d'utiliser le parent si j'estime, si l'adulte est capable me donne cette possibilité en disant là ça va, le parent est adéquat dans cette option-là, dans cette situation. Donc, je vais aussi mobiliser l'enfant et l'exprimer. Ça peut arriver évidemment qu'il y ait un éclat dans un instant sans que l'adulte en ait donné la permission, si tu veux, donner le feu vert. Mais la plupart du temps, je me dirais, c'est comme une deuxième nature. Je me dirais, là ça va que je montre l'enfant. Parce que je peux avoir envie de montrer mon enfant avec un client et lui ne saura pas le recevoir. Ce ne sera pas le moment ni adéquat pour lui. Donc à ce moment-là, je le montrerai pas. Mais dans d'autres circonstances, avec un autre client, au contraire, ça sera plus adéquat. Change de côté, voilà. Vous voulez voir l'enfant de Fanny Table, allez-y. Alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse ce fauteuil vide ou qui y va? Plus
personne ne le veut, personne n'ose prendre ton fauteuil. Le problème, c'est d'être très strict avec le temps. Je l'organise à l'avance et je m'y tiens et ça va. Mais qu'en étant très strict, je stresse plus ou moins Fanita. Et en lui laissant cette chose-là, je suis contente, moi, d'avoir pu le faire. Donc j'ai dépassé quelque chose chez moi. Ça s'est très bien passé pour moi. Et j'étais absolument ravie de voir que quand c'est Fanita, ça marche aussi bien. Parce qu'elle respectait tout le temps. J'ai découvert à la suite de ça ce que c'était que d'être observateur. J'ai appris à être observateur. Et j'ai appris aussi qui c'était Fanita English, puisque j'avais lu des articles, mais j'ai appris qui tu étais. Ça a été à la fois très... je suis passé un peu partout pendant ce week-end, mais je suis vraiment content d'être venu, parce que je vais repartir en respirant, plus lâche, voilà. J'ai pris conscience du fait que je suis en changement de situation en devenant thérapeute à mon tour, et j'ai aussi des grandes peurs, et que je ne me donnais pas la permission d'avoir cette peur. Et là, j'ai pris je me suis rendu compte que c'est ok d'avoir peur, et qu'en acceptant cette peur, maintenant, je repars avec l'idée que je peux avoir peur et réussir quand même. Et je me sens beaucoup plus puissante. J'ai appris vraiment, j'ai vu ce que c'est que l'acceptation inconditionnelle de l'autre. Tu m'as donné un exemple fabuleux de ça, et je te remercie vraiment pour ça, au-delà de tout ce que je t'ai dit sur ta technique et que j'admire aussi. Mais je crois que ce qui me touche le plus dans ton travail, Fanita, c'est cette bienveillance, ce respect chaleureux et cette acceptation de l'autre. Et c'est marrant parce qu'en travaillant, pendant que je travaillais, j'avais l'impression de sentir une force derrière moi qui m'aidait. Et vraiment, j'avais pas l'impression d'être toute seule, même si je paniquais, même si de temps en temps je bloquais. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de monde derrière moi pour m'aider. En fait, je voulais remercier tout le monde. Et sinon, pour la cassette, c'est ok. Je te remercie de le signaler, Chantal, parce que c'est assez rare que l'on pense à ça, parce que très naturellement, on peut imaginer qu'une personne qui va parler de choses aussi personnelles que son histoire dans la thérapie va craindre que des personnes qu'elle ne connaît pas puissent interpréter ou entendre n'importe quoi. Et c'est une preuve de très grande confiance que tu fais en disant ça. C'est ce que je craignais, enfin, c'est ce que je crains le plus d'ailleurs. D'habitude, dans un groupe, c'est ça. Justement, et cette fois-ci, j'ai pas du tout eu cette impression. Au contraire, j'avais l'impression qu'on m'aidait. Et je pense que c'est lié parce qu'il y a une réalité de ce groupe d'observateurs que j'ai constaté, c'est qu'il y avait une écoute très bienveillante à tout instant. Et c'est une des grandes choses que moi j'ai observées dans notre groupe. Je dois dire que j'ai été très heureuse parce que je te voyais travailler, j'étais détachée, j'avais pas... Je crois que j'ai dépassé le stade où je me demandais, j'en étais plutôt à prendre ta place de temps en temps. Et ça, c'était bien agréable. L'éminence grise, tu sais, toi. Je dois dire que c'est la première fois que je fais de la vidéo. Et que le fait de suivre comme ça, d'être très concentré dans ce qui se passait entre un client et le thérapeute, ça m'aidait à me concentrer énormément et à percevoir des choses presque comme si de l'intérieur. En fait, c'est fort comme matériel, ça, parce qu'on passe une autre limite, quoi. J'ai beaucoup aimé le travail dans ce groupe parce que j'ai trouvé, comme je le disais tout à l'heure, une écoute réellement bienveillante à tous les instants de l'équipe du groupe des observatrices. Et ça, c'est très agréable. Parce que chaque fois que les remarques étaient faites, chaque fois la personne se faisait la part de ce qui était sa projection, de la manière dont elle était concernée. Et vraiment, c'était riche de vous voir. Et ce que j'ai aimé aussi, c'était la variété de ce groupe d'observateurs qui était de personnes qui allaient de tout débutants à des personnes déjà confirmées. Ça en faisait un côté vraiment riche parce qu'on pouvait parler à des tas de niveaux différents. Et moi, j'adore ça. Moi, j'adore quand on peut parler de la théorie de base et j'adore quand on peut parler avec des choses beaucoup plus avancées. Tout m'intéresse dans ces cas-là et ici, il y avait beaucoup de variété. Ça m'a énormément aidé d'arriver à lâcher le temps. Et j'apprends quelque chose. J'apprends aussi que le temps, c'est important de le structurer, mais c'est bien aussi de ne pas être trop proche du temps. Je connais quelqu'un qui a 1 minute près, toujours dans tout ce qu'il fait. Non, bon, on peut lâcher. Je crois que je vais apprendre à être encore un peu plus tolérante
avec moi-même et avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprends pour moi. Je suis presque surprise parce que j'avais un peu peur que ça allait gâter notre amitié. Et pour moi, le plus symbolique, c'est quand je me suis vue tout d'un coup, elle avait épelé une orange, elle mangeait des morceaux et moi, tout à fait sans demander permission ni rien, je commence à manger les bouts d'orange qu'elle avait épluchés. Et puis tout d'un coup, je me rends compte, je n'ai même pas demandé, on est retourné dans notre relation, où en plus je te vois moi quand même parent, mes parents positifs, nourriciers, tandis que la protestation était que tout d'un coup je t'ai éprouvé comme parent critique et tout d'un coup je te vois parent nourricier, parce que moi je dois dire, je me sens bien et tout ça, j'accepte beaucoup je prends du parent d'Isabelle, je me réjouis de beaucoup de parents que je reçois de toi, positifs et très soutenants. Et c'est comme ça que j'arrive, moi, à travailler, parce que justement, parce que je peux me fier à une structure. Et puis tout d'un coup, et là je dois remercier aux clients aussi, et tout d'un coup, tout a marché. Et il n'y a pas plus surprise que moi. Merci à nous. Alors je vous remercie à tous. Fanita était un modèle pour moi. J'ai fait des choses comme elle et certaines choses surtout pas comme elle. Pendant qu'elle faisait de la thérapie, j'étais quelquefois très embarrassée parce qu'elle faisait des choses que j'aimais pas du tout. Elle partait dans les fantasmes qu'elle imaginait sur l'autre sans qu'il ait eu l'occasion de le dire. Je dis mais pourquoi elle raconte tout ça? On n'en sait rien. Et alors ça m'exaspérait. Et souvent ce qu'elle disait, elle avait une telle intuition qu'elle tombait juste. Être un modèle, c'est inévitable, qu'on le veuille ou non, on a besoin pour grandir de modèles. Et moi, je suis contente d'avoir été formée par des tas de gens. Donc des modèles, j'en ai des dizaines, vraiment. J'ai vraiment eu des dizaines de thérapeutes et des dizaines de formateurs, les deux. Il y a un côté narcissique, il faut le reconnaître, qui est qu'on est content de servir de modèle. Je suis contente de servir de modèle à mes étudiants. Et en même temps, on a besoin à un moment de grandir pour se séparer du modèle. Si je vois un de mes étudiants qui fait comme moi, mais qui décolle pas de ça, mais qui n'est pas lui-même, parce qu'il fait seulement qu'à me copier, s'il me copie, ça va pas. Mais s'il prend des choses de moi et puis qu'il l'arrange à sa sauce à lui, avec sa personnalité, avec son originalité, avec son caractère, alors là, je suis heureuse. La qualité du thérapeute, c'est d'avoir envie de connaître l'autre, de s'intéresser vraiment à lui. Et pas uniquement ça. Ça, c'est secondaire. La première qualité, c'est de l'aimer.